Alors, bonjour, bon matin. Mon nom est Céline Landry de Victrix. Bienvenue à notre séminaire de formation où on traite des meilleures pratiques en sécurité opérationnelle. Donc, ce matin, c'est la deuxième partie. Donc, on va parler de la surveillance. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits encore, la troisième partie aura lieu le 20 octobre prochain. On traitera de la défense. Donc, on est encore dans la série des meilleures pratiques en sécurité opérationnelle. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire maintenant. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Un petit mot rapidement sur le déroulement ce matin. On est ensemble pour environ 40-45 minutes. Et ce sera suivi d'environ une dizaine de minutes de questions. Pour poser vos questions, il y a un endroit pour le faire ou le petit point d'interrogation en haut à droite. C'est là que vous allez pour les poser. C'est à moi que vous allez poser vos questions. Moi, je vais les lire et les transmettre à nos formateurs. Ce matin, on a deux formateurs, donc je suis accompagnée de mes collègues Philippe Quesnel-Mercier et de Éric Robert. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Éric Robert pour débuter la formation. Alors, bonjour à tous en ce beau mardi matin. Merci de nous suivre aussi nombreux encore une fois. Donc, aujourd'hui, on sera avec vous pour les 30 prochaines minutes pour le deuxième des 3 webinaires portant sur la sécurité opérationnelle, comme Céline l'a mentionné. On va aborder aujourd'hui les 4 modules de surveillance de notre offre SEVOC qui représentent vraiment des tâches que des équipes de sécurité opérationnelle doivent réaliser. Et ces offres-là, ces sujets-là plutôt, sont basés sur les 15 années d'expérience de toute notre équipe, nos conseillers. Donc, dans les sujets qui seront abordés, effectivement, comme la semaine passée, on a essayé de s'approcher le plus possible de la certitude que les systèmes étaient fonctionnels. Aujourd'hui, on va s'assurer de surveiller que les systèmes n'ont pas été compromis. Donc, ce qui est excessivement important. Donc, avec la quantité de données qui est offerte par les différents systèmes de sécurité qu'on retrouve dans une entreprise, il est excessivement important d'être capable de mettre le temps aux bonnes places pour filtrer tout ça, d'utiliser les outils de manière convenable pour s'assurer que tout ce qui va rester à la fin, qu'on a analysé par un humain, bien, est fait et pas trop une charge de travail imposante pour les équipes. Donc, parmi les modules qu'on va discuter aujourd'hui, donc, le premier, la surveillance des événements de sécurité, bien entendu. Donc, pour parler de ça, je vous dirais que on va voir avec notre équipe ce qu'on fait. Philippe va amener des exemples concrets de qu'est-ce qu'on fait dans la surveillance, comment on le fait. Donc, on va voir la surveillance. On va voir, deuxièmement, la vigie. Donc, comment faire la vigie de notre parc informatique, voir les vulnérabilités, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le domaine. Puis, assurément, le troisième module qui est l'optimisation, qui nous permet vraiment de pousser nos outils au maximum de leur capacité pour qu'ils nous donnent le plus d'informations possible et qu'elles soient le plus vraies possible, le plus près de la réalité. Et dernièrement, nous aborderons le sujet de Threat Intelligence, donc tout ce qui peut nous aider en termes d'outils et de connaissances sur les différents événements, les indicateurs de compromission et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, on saute dans le vif du sujet avec la surveillance des événements. Donc, pour surveiller les événements, effectivement, il y a quand même plusieurs niveaux de maturité. On ne se le cachera pas. Les premières choses qu'on peut faire en termes de surveillance, tout le monde a sûrement déjà surveillé des événements, des logs sur l'équipement en tant que tel. Ça a commencé il y a quelques années, si ce n'est pas 20-25 ans minimum. Donc, à vérifier les logs directement sur les équipements, sur les pare-feux. Donc, c'est important aujourd'hui de faire l'inventaire, une espèce de catalogue des consoles que vous avez dans votre environnement pour s'assurer que ces équipements-là sont surveillés. Soit, quand on est un petit peu moins mature, bien, les surveiller individuellement, ou quand on est un petit peu plus mature, bien, on peut les surveiller avec une solution telle un SIEM, puis ça va nous faire sauver beaucoup de temps.
Parmi l'inventaire qu'on retrouverait là-dedans, Philippe, peut-être que tu pourrais nous nommer quelques équipements qu'on retrouve là, régulièrement. C'est sûr que régulièrement, normalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler, c'est sûr, toutes les sources de log Windows, là, que ce soit nos contrôleurs de domaine, que ce soit nos serveurs sur le SharePoint, SQL et des trucs du genre. Mais c'est sûr qu'aussi, on va aller dans les outils de sécurité plus profonds. Donc, les pare-feux, les Next-Gen Firewall, les antivirus, les anti-spam, tous les modules là. Ensuite, là, c'est sûr que normalement, il n'y a pas de limitation de qu'est-ce qu'on va venir chercher. Mais c'est sûr qu'il y a des prérequis, puis il y en a qui sont beaucoup plus importantes à aller chercher avant. Très bien. Puis cette étape-là, je pense que c'est sage de la faire par phase, si on veut. Donc, avec les équipements qui sont le plus critiques. Généralement, on peut travailler soit sur le périmètre, soit sur les services d'authentification, tout ce qui est dans la DMZ, que ce soit même les parties du routeur, techniquement, on pourrait commencer à surveiller, les pare-feux, les load balancers, les WAF et compagnie. Donc, tout ça, ce qui est sur le chemin critique, devrait faire partie de cet inventaire-là pour une première phase. Puis ensuite de ça, on devrait pousser la collecte à l'ensemble de nos équipements qui sont en production. Donc, ça, c'est des travaux qui peuvent être faits. Deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'un coup que notre inventaire est fait, bien, on va commencer à penser à quels sont les cas d'usage, donc les use cases qu'on veut surveiller. Un use case, donc, dans le fond, c'est un cas d'utilisation qui nous permet de vérifier, surveiller des actions particulières dans un réseau. Ça peut être aussi banal que juste un login, un fail login, une élévation de privilèges. Donc, ça, des use cases comme ça, il y en a des catalogues qui existent. On s'en est bâti. Je pense que de s'en faire un à l'interne est une recommandation que je vous fais, que vous devriez avoir dans votre organisation. Donc, parmi ça, Philippe, peut-être mentionner quelques créations d'incidents. Qu'est-ce qu'on fait principalement? C'est sûr que tous les importants, là, de tout ce qui est avec les logins, c'est de quoi qui est toujours utilisé, qu'on voit de plus en plus avec les user behavior. Mais c'est sûr que nous, des certains qu'on voit qui peut-être sont pas touchés tant grandement, c'est vraiment plus peut-être sur la surveillance réseau. On parle des fois de regarder est-ce qu'il y a de l'exfiltration via DNS, est-ce qu'il y a de la corrélation on voit peut-être avec les antivirus et ensuite aussi avec nos serveurs d'anti-spam. C'est vraiment ça qu'on veut venir voir. C'est sûr qu'avoir vraiment une bonne liste complète, c'est là qu'on va pouvoir facilement nous dire c'est où est-ce qu'on a peut-être un blind spot à peut-être venir surveiller, puis où est-ce qu'on devrait donner nos efforts là, pour s'améliorer dans nos cas d'usage. C'est vraiment une bonne affaire d'avoir une bonne liste de cas d'usage pour s'assurer que oui, quand on surveille, mais c'est pas exactement qu'on surveille. Pas juste dire je reçois beaucoup de logs, puis ben, il y a des trucs qui se passent dans mon sim. Good. Donc, effectivement, ça va nous permettre vraiment, avec les cas d'usage, de couvrir la surveillance qu'on veut faire pour différents événements. Donc, maintenant qu'on a l'inventaire en premier lieu, les cas d'usage à surveiller, l'autre chose qui va être intéressante de faire, c'est d'aller collecter vraiment ces informations-là sur les outils dans l'inventaire qu'on a fait tout à l'heure. Donc, collecter soit par du syslog via des API, soit des liens au DBC, donc l'ensemble des moyens pour amener les différents journaux nécessaires à bâtir nos cas d'usage. Donc, dans les collections d'informations des outils, c'est ce qu'on recommande, puis d'essayer d'automatiser le plus possible la surveillance puis l'investigation pour, par la suite, peut-être arriver à ce qu'on appelle un SOAR, donc un outil qui va nous permettre de répondre à ces alertes-là qu'on va lever. Donc, ça, c'est excessivement important. Puis de là, on va être capable, après ça, de bâtir des alertes. Donc, des types d'alertes qu'on veut lever. Philippe, si tu peux nous en mentionner quelques-unes au niveau des alertes à ce niveau-là.
Sûr que les types d'alerte de base qu'on va venir voir, ça va être souvent les antivirus. Est-ce que j'ai un malware ou un spyware ou quoi même qui a été détecté, mais qui n'a pas été lavé, puis qui requiert une intervention de la part d'un technicien? C'est toujours une bonne alerte à venir voir. La création de comptes, l'accès à des services hors des heures de bureau, des trucs que normalement on voit qui nous rapportent un comportement qu'on pourrait dire comme suspicieux. C'est toujours des bonnes alertes à venir nous sortir. C'est sûr que cette alerte-là peut pas peut-être définitivement apporter à un incident, mais c'est que ça nous laisse au moins une trace avant de pouvoir créer un incident, là. Donc, on voit qu'avec les alertes qu'on a à faire principalement, ça devient difficile à ce moment-là en termes de maturité. Là, il faut prendre la maturité avec nos outils, puis de faire de la surveillance avec un seul collecteur de journaux, ça devient difficile de faire des alertes. Dans un niveau de maturité, on parle de collecter les journaux, qui est pas mal la base. Donc, on peut les avoir localement ou les avoir de manière centralisée. On peut ensuite tomber avec ce qu'on appelle un SIEM, donc qui nous permet vraiment de faire de la création d'alertes et d'alertes par corrélation. Donc, ça, c'est intéressant. On est en mesure d'automatiser et certaines normes comme un PCI demandent à ce qu'effectivement, on surveille les logs 24 heures par jour ou qu'on ait un outil automatisé. Donc, un SIEM, à ce moment-là, devient un outil qui est assez intéressant pour une entreprise. Par la suite, on a toujours les SIEM 2.0 qui nous permettent de faire, oui, la collecte des journaux système, mais aussi en déployant des network taps ou des ports miroirs qu'on installe sur les commutateurs de cœur ou au périmètre, nous permettent d'aller collecter des paquets réseau, puis de faire la corrélation avec ces deux événements, pas ces deux événements-là, mais ces deux types d'informations-là, donc les logs système et les logs réseau. Donc, avec ça, on a une meilleure connaissance, puis on a une certitude qui est pas mal plus grande de si effectivement c'est un incident qui est malicieux ou un comportement malicieux qui nous permet de lever une alerte. Donc, toute cette création d'alertes-là qu'on fait, la collecte des journaux, l'inventaire, les use cases, vont nous permettre, dans un outil centralisé, de travailler, puis ça va être principalement l'outil de prédilection de l'équipe opérationnelle. Tout va être là-dedans. Donc, au lieu d'avoir une maturité de base, où est-ce qu'on est obligé de se connecter dans chacun des outils pour aller voir les événements, bien, on va avoir une vue globale. Puis, qui dit vue globale, bien, dit tableau de bord. Donc, à ce moment-là, un outil comme un SIEM est intéressant parce qu'on peut bâtir les tableaux de bord avec les alertes. Donc, Phil, peut-être nous décrire un petit peu les tableaux de bord. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils s'y retrouvent? Oui. Mais c'est sûr que nous, quand on va aller faire un tableau de bord, c'est bien beau créer des tableaux de bord pour créer des tableaux de bord, mais si l'information qui est sortie de ce tableau de bord-là n'est pas une information qui est considérée comme pertinente, ça vient un peu défaire le but du tableau de bord. On va vraiment essayer de, peut-être, est-ce que je veux avoir un tableau de bord pour, disons, oui, mes détections d'antivirus sur mes gateways de spam, comparé à juste savoir combien j'en ai eu durant toute la journée. Est-ce qu'on vient aussi, sinon, avoir les détections de mes next-gen firewall? Qu'est-ce qui pourrait être bizarre? Est-ce que c'est vraiment aller chercher une information qui est pertinente, qui peut être retournée facilement, puis que juste en regardant le tableau de bord, j'ai une assez bonne information pour me dire est-ce qu'il y a de quoi qui se passe, est-ce qu'il y a de quoi qui est suspect en ce moment. C'est normalement, avec ça, c'est plus facile pour ensuite faire la reddition de compte que si le tableau de bord est bien bâti déjà à la base pour l'équipe opérationnelle, le tableau de bord peut être utilisé pour la reddition de compte à plus haut niveau, là. Effectivement, fait que des bons tableaux de bord vont nous aider énormément là, dans l'opérationnel à réagir plus rapidement, puis à remonter l'information vraiment au gestionnaire, puis démontrer tout l'apport que l'équipe de sécurité opérationnelle a dans l'entreprise. Donc, ça termine la partie de surveillance des événements.
Le deuxième point, la vigie. Donc, très important de faire une surveillance de qu'est-ce qui se passe, dans le réseau et qu'est-ce qui se passe aussi autour du réseau concernant l'organisation. Donc, principalement, ça va être étroitement lié à un processus de gestion des vulnérabilités qu'on peut inclure là-dedans, pour s'assurer qu'on voit dans quel état sont nos actifs à l'interne, mais aussi faire une veille, peut-être des fois aussi à l'externe, présence sur le web, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit au sujet d'une organisation. Donc ça peut être inclus aussi dans cette tâche-là qui nous permet d'avoir une bonne idée de, y a-t-il des gens qui parlent de notre organisation en mal, en bien, donc ça, il faut le détecter quand même assez rapidement. Donc, Philippe, peut-être la vigie au niveau de ce qu'on fait dans cette tâche-là. C'est sûr que là, il y a deux parties. On va parler, c'est sûr, d'utilisation de l'outil pour faire les balayages de vulnérabilité, s'assurer qu'on a bien un bon inventaire, que ce soit des gens des serveurs qui sont on-prem, que peut-être les utilisateurs qui sont en distance et qui ne sont pas sur le bureau maintenant avec la situation actuelle. Donc, on veut s'assurer que oui, c'est bien beau savoir que mes systèmes d'exploitation sont peut-être vulnérables, mais aussi toutes les applications qui peuvent être installées sur ces différentes plateformes là, pour s'assurer. Puis, c'est sûr qu'ensuite, avec une bonne visibilité sur tout l'ensemble du parc, sur qu'est-ce qu'on a comme vulnérabilité, mais ensuite, on vient plus dans l'analyse, la gestion du risque pour s'assurer comment prioriser toutes les vulnérabilités, qu'est-ce qui devrait être mis d'avant pour s'assurer qu'au moins on réduit le risque que cette faille-là soit exploitée. Là. Tout à fait. Puis on ne se cachera pas que cette tâche-là de gestion des vulnérabilités, oui, c'est facile du côté de la sécurité, mais c'est une des tâches où est-ce que vous avez à travailler en collaboration avec les différentes équipes, les différents sysadmins des différents systèmes, que ce soit les gens de réseau, les gens de système, si vous avez des répartitions en silos, des divisions en silos plutôt, des gens qui travaillent au niveau Windows, des gens Linux, des DBA. Donc, tous ces gens-là doivent travailler en collaboration avec vous parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de trouver des vulnérabilités si on les corrige pas. Et ça, généralement, il faut que le processus de gestion des vulnérabilités soit approuvé par la haute direction afin qu'on puisse avoir du mordant. C'est seulement qu'en ayant cet appui-là qu'on va réussir à corriger les vulnérabilités et prioriser vraiment, je pense que quelle vulnérabilité doit être corrigée en premier. Ça revient à l'équipe de sécurité de donner son go, puis dire de forcer les gens vraiment à faire celles qui sont critiques dans un temps qui est raisonnable pour l'organisation. Donc, ça fait le tour du module Vigie. Le module qui est suivant, c'est l'optimisation. Donc, l'optimisation, Philippe, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au day-to-day, puis à quoi ça sert exactement, puis comment on le fait? Parfait. C'est sûr que là, quand on parle de système de CIEM puis d'outils de sécurité, vraiment, c'est là qu'on va parler de l'optimisation. Puis l'optimisation vient vraiment apporter au fait que normalement, quand on va avoir un SIEM, on ne va pas avoir le produit au jour 1 puis au jour 365 et plus qui va être exactement pareil. On veut s'assurer que plus on avance dans le temps, plus on a de l'opération, plus on a des données de qu'est-ce qui se passe sur l'environnement, on améliore, que ce soit, on parle de nouveaux use cases, que ce soit qu'on remette peut-être un équipement de sécurité qui a peut-être pas la meilleure config qui respecte les best practices d'un fournisseur. Donc, c'est vraiment là qu'on va venir voir, puis on va s'assurer peut-être suite à un incident qui est arrivé dans une équipe, on voit qu'on manque de surveillance ou on manque de visibilité et de surveillance active comme use case pour ce type-là d'activité exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ajouter les logs, venir voir qu'est-ce qu'on peut sortir, qu'est-ce qu'on peut venir voir pour sortir de nouvelles alertes pour pas que ça se reproduise. Ça, c'est au niveau du CIEM. Mais sinon, si on vient voir vraiment plus là, dans
dans les consoles, disons, d'un Next-Gen Firewall que suite à plusieurs mises à jour de plusieurs versions mineures, majeures, on voit que qu'il y a eu des améliorations dans le produit, mais le produit n'est pas configuré pour utiliser tout ce qui est de nouveau. Donc, ce serait vraiment là qu'on viendrait voir, puis on serait à soit activer des nouvelles fonctions, soit modifier des fonctions pour pour dire, ah bien, maintenant, cette fonction-là qu'on avait en alertage seulement, on pourrait voir que puisqu'il ne donne pas beaucoup de faux positifs, l'activer et le mettre en mode bloquant pour venir faire. Donc, ça va vraiment venir, oui, de plus ou moins toutes les consoles qui sont gérées, mais ça va être vraiment de s'assurer que au jour le jour, la sécurité soit améliorée, puis qu'on vienne toucher au fait que qu'est-ce qu'Éric a dit ou plus tôt, que oui, on se dit que le système n'est pas compromis, mais aussi il faut que le système soit capable de voir, puis soit configuré pour voir toutes les informations, là. Puis toute attaque qui peut être possible. Je ne sais pas si tu avais d'autres points à apporter. Oui, bien, tout à fait. Dans le fond, on s'entend que c'est une stratégie d'équipe qu'il faut qu'on fasse à ce niveau-là parce que notre point central, encore une fois, qui est principalement le CIEM, c'est lui qui rapporte tout ce que les outils de sécurité nous lèvent. Puis effectivement, ces outils-là évoluent dans le temps. Les attaques évoluent, il y a des nouvelles signatures, il y a des nouvelles façons de faire. Donc, il faut absolument qu'on tienne ces équipements-là à jour et que ça soit fait en collaboration avec l'équipe de surveillance qui fait aussi la surveillance et qui optimise le CIEM. Donc, on ne peut pas marcher individuellement en silo. C'est ce qu'on retrouve souvent dans des équipes où est-ce qu'on a un spécialiste qui gère les Next-Gen Firewall, on a un spécialiste qui gère l'antivirus, on a un spécialiste qui gère d'autres solutions, et même bien souvent le WAF appartient à une autre équipe parce que ça peut être un Linux, ça peut être une autre version. Donc, à ce moment-là, on vient avec des gens de différentes équipes, mais qu'il faut absolument ramener dans un travail d'équipe, d'une stratégie globale, unifiée, pour lutter puis être alerté. Parce que le but, dans le fond, ce qu'on veut, c'est de détecter le plus rapidement possible ce qui se passe dans notre réseau et qui est malicieux, qui pourrait nous compromettre. Donc, ce temps-là, c'est lui qu'on travaille. C'est la lutte qu'on fait, c'est de réduire ce temps de détection-là au minimum. Donc, on se doit de privilégier la stratégie à tous les moments pour ne pas se retrouver au bout d'un an, puis finalement, il n'y a personne qui s'est connecté dans des équipements, il n'y a pas eu aucune amélioration. Ça, c'est là vraiment qu'on est à risque. On surveille énormément les vulnérabilités de chacun des outils, puis il faut être à jour. Il faut être à jour, il faut les patcher. C'est là principalement que la guerre se joue. Donc, oui, notre vigie tantôt nous permettait de déceler les vulnérabilités, mais notre surveillance va nous permettre de surveiller, de détecter vraiment les compromissions. Et ça, c'est là qu'on réussit à faire un très bon travail. Et dans des cas particuliers, précis, oui, on est mis à l'épreuve, puis c'est un bon test que de faire des tests d'intrusion pour valider la robustesse de nos opérations de manière régulière. Et toutes les actions qui sont commises pendant un test d'intrusion devraient être rapportées et détectées là, par vos équipements. Sinon, c'est un bon moment de faire un projet d'amélioration continue pour votre solution. Fait que ça complète la partie optimisation qui est non négligeable et à faire la différence avec l'optimisation des outils. Vraiment qui généralement avec des fois quand c'est des grosses versions, c'est plus des projets qui vont arriver et qui sont gérés par d'autres équipes dans des organisations, à moins que vous soyez une taille plus réduite et que les gens d'opération font aussi l'optimisation des consoles et des produits de sécurité. Donc, l'installation de nouvelles versions, la migration vers de nouveaux produits, ça, généralement, on le donne dans un module, pas un module, mais dans une équipe qui est plus chargée des projets. L'équipe d'exploitation doit se concentrer vraiment sur la surveillance, puis c'est une équipe qui doit être dédiée à ça.
On ne peut pas être en train d'éteindre des feux, gérer des projets, puis faire une surveillance qui est efficace. Si c'est ça, c'est sûr qu'on on a un bon plan pour l'échec à ce moment-là. Donc, le dernier des quatre modules, qui est le Threat Intelligence. Donc, ça, vraiment, c'est particulier. Ce sont des outils que Philippe va nous expliquer qui nous permettent vraiment d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure connaissance grâce à des équipes de recherche qui travaillent en arrêt des manufacturiers, des third parties. Donc, Philippe, si tu veux nous parler peut-être du Threat Intelligence, ce qu'on doit faire avec ça. Parfait. Déjà, juste à la base, le Threat Intelligence, vraiment, là, on vient parler de beaucoup, oui, de l'enrichissement via des IOC, qu'on parle là, des Indicators of Compromise, qu'on parle que ce soit des IP, des URL, des hashes, des trucs du genre. Mais toute cette information-là, normalement, c'est vraiment, oui, on va aller chercher, comme Eric disait, via des équipes qui font la recherche directement de ça par les manufacturiers, par les third parties. Nous, on va utiliser cette information-là pour vraiment aider les outils de sécurité qui sont existants. Donc, on va parler que, si, disons, le Next-Gen Firewall, il y aurait peut-être, on sait qu'au jour le jour, la sécurité elle évolue, les attaques changent, qu'est-ce qui est comme attaque active en ce moment va changer. Donc, le Threat Intelligence, lui, vient vraiment parler à cet aspect-là, puisqu'il va automatiser tout ce qui est vu comme actif en ce moment pour venir nous donner vraiment l'information qui est utile dans le temps. Si, disons, on parle pour de l'enrichissement, dans mon SIEM, je vais avoir du Threat Intelligence pour me dire, OK, j'ai un incident, je suis peut-être pas sûr, je vais regarder c'est quoi les IP que j'ai vus, c'est quoi les différents items que j'ai vus dans ça. Puis finalement, avec cet enrichissement-là, ça va me donner plus d'infos pour me dire, finalement, oui, c'est une IP qui est connue comme étant malicieuse par 4 fournisseurs différents. Donc, moi, ça viendrait, puis ça me confirmerait que, finalement, ça, sans avoir à faire une investigation plus poussée puis plus profonde, ça me dit déjà, j'ai du doute qui vient, puis j'ai sûrement de quoi qui s'est passé plus en détail, là. Le Threat Intelligence, on le revoit souvent là, sur les produits d'antivirus, sur les produits de Next-Gen Firewall, puis c'est souvent appelé soit du IP Reputation, du URL Reputation. Il va être renommé de différentes manières, là, mais c'est tout le temps la même idée à la fin que on vient automatiser puis on vient distribuer de façon égale à tous nos produits cette information-là pour qu'il y ait toute une information qui est commune à chacun. Donc, si je voudrais briser la chaîne, la kill chain, j'ai juste à briser un lien, mais si je m'assure que tous mes modules utilisent la même intelligence en arrière, ça fait que j'ai beaucoup moins de tâches à venir faire. Je dois aller dans mon pare-feu bloquer ça. Je dois aller dans mon antivirus, aller bloquer ça. Je dois aller dans mon autre outil de sécurité, bloquer ça. C'est vraiment là qu'on vient parler avec le Threat Intelligence. Un autre point aussi avec le Threat Intelligence, c'est, oui, c'est bien beau, OK, on en a avec les fournisseurs puis les manufacturiers. Souvent, un des problèmes qu'on vient voir, c'est ils ont beaucoup d'informations sur plusieurs attaques en tant que telles, mais est-ce que ça vient vraiment bien représenter le secteur d'activité de la compagnie? Est-ce que ça vient aussi bien représenter les acteurs malicieux de la compagnie? Un exemple rapide, c'est bien si on est dans une compagnie qui travaille juste en français au Québec. Normalement, sûrement, je ne vais pas avoir les mêmes acteurs d'attaque pour une compagnie aux États-Unis dans un secteur différent. Donc, c'est vraiment ça le Threat Intelligence aussi, on essaie d'avoir vraiment
une intelligence, mais qui représente bien notre secteur de la compagnie, puis aussi qui a un meilleur contexte. Donc, ça, déjà, si c'est un point là qu'on vient. J'avais touché un peu avec l'automatisation, mais c'est sûr qu'on avait parlé là avec Eric d'une plateforme qu'on est plus mature, des plateformes de SOAR, qui est l'orchestration et l'automatisation de la sécurité. Et le Threat Intelligence vient aussi aider avec cette partie-là, puisqu'on s'assure, bien, j'ai une liste ou un feed ou quoi de même qui est redistribué à tous mes outils. Donc, si j'ai juste à faire un changement à un endroit, tout le reste de mon parc va être uniformisé avec cette liste-là. Donc, on va s'assurer que c'est beaucoup plus automatisé, c'est beaucoup plus fiable que si peut-être le technicien a à faire une modification, il doit faire une modification sur 4 machines, ben il en fait sur 3 puis il oublie la 4e. On n'aurait pas ce problème-là dans ces cas-ci. Je ne sais pas si Eric, tu avais quelque chose d'autre à parler sur ça. Effectivement, c'est au niveau des indicateurs de compromission, c'est donc un outil non négligeable que vous devez utiliser, puis pas seulement qu'en silo, encore une fois, avec les différents outils, mais il doit être orchestré d'une manière plus globale dans votre organisation. Donc, ça va vous aider vraiment à détecter puis à remédier plus rapidement les différentes attaques ou actions malicieuses que vous pourriez rencontrer. Donc, ça fait le tour avec les 4 modules. N'hésitez pas à mettre ça en pratique dans vos organisations, à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. Nous, il va nous faire plaisir, toujours plus plaisir d'intervenir avant pour vous aider qu'après pour ramasser les dégâts. Donc, effectivement, ça complète le webinaire d'aujourd'hui pour la formation sur la cybersurveillance. Merci, Éric. Merci, Philippe. Donc, il y a des questions qui sont apparues. Juste avant de tomber dans les questions, j'ai quelques petits commentaires éditoriaux. On a un sondage, je vais vous publier un sondage de rétroaction sur l'événement. On souhaite s'améliorer, connaître votre opinion. Je vais publier le lien, si vous voulez bien le remplir, ça nous aide énormément. On a également un petit bien livrable pour vous. Il s'agit d'une auto-évaluation, des questions à se poser. On a traité du sujet de la surveillance. Éric et Philippe en ont parlé. Je vais publier le lien pour un sondage pour vous, votre organisation, discuter des sujets où vous en êtes par rapport aux aspects de la surveillance. Je vais publier ce lien-là. Si vous voulez le recevoir, vous m'écrirez. J'ai publié mon adresse courriel, clandry@victrix.ca. Il me fera plaisir de vous l'envoyer si vous voulez en discuter avec les gens chez vous, dans vos équipes. Et je vous rappelle aussi le prochain, le 20 octobre, la partie 3 où on va continuer les discussions, probablement avec les 2 formateurs d'aujourd'hui encore en ce qui concerne la défense. Donc, je pense, la première question, je crois que j'y ai répondu. Il y a des gens qui voulaient avoir la diapositive, alors écrivez-moi clandry@victrix.ca. L'autre question qu'on a eue, on dit dans les tableaux de bord, vous avez parlé des rapports et tableaux de bord. Pouvez-vous nous donner un exemple de données pertinentes et non pertinentes? Donc, je crois, Philippe, est-ce que tu pourrais... Juste déjà, rapidement, un exemple de données peut-être non pertinentes. On a un antivirus qui... J'ai un tableau qui me donne tout le nombre de détections, peu importe que ça soit... ça a été mis en quarantaine, ça a été lavé, et tout ça. Cette information-là, peut-être, en tant que telle, comme surveillance active, oui, pourrait être utile, mais peut être pas toujours pertinent, puisqu'il fait juste me dire mon système fonctionne bien. Est-ce que je veux, moi, peut-être plus avoir une information là où est-ce que j'ai peut-être plus un endroit où est-ce que j'ai besoin de prendre action? Donc, quand l'antivirus
oui, a détecté, mais n'a pas fonctionné pour faire sa job sa fonction de remédiation. Une autre affaire, c'est les pare-feux. Les pare-feux, c'est bien beau que on me dit j'ai bien beaucoup de deny dans le pare-feu, mais ça veut peut-être pas me dire tant que tel une mauvaise, ça veut pas me dire une bonne donnée en tant que telle que il y a quelqu'un qui ping sur mon interface puis que ça bloque. Est-ce que c'est une information qui peut être pertinente? Non, pas toujours, là. Donc, c'est là qu'on vient vraiment chercher une information qui est pertinente, c'est une information qui peut être prise en action sur, ou sinon s'assurer que la donnée va être utile soit à haut niveau, là. C'est toujours, je peux rajouter aussi que cette information-là, on en voit passer souvent dans les nouvelles. Le ministère du Revenu du Canada qui a été attaqué plus de 100 000 fois. Écoutez, on peut se poser la question à savoir, cette donnée-là, c'est-tu vraiment une donnée pertinente qui a vraiment eu des attaques ciblées à 100 000 fois par jour ou c'est vraiment les denies qui nous ont sortis là, sur un pare-feu? Fait que c'est ce genre d'information-là qu'il faut s'assurer de rendre efficace puis de trier par rapport à ce qui est pertinent de ce qui est non pertinent. J'espère que ça répond bien à la question. Oui, effectivement, il y en a d'autres. Alors, rapidement, je regarde, j'ai pris des notes. Il y en a une autre. Vous avez parlé de SIEM. Donc, on me demande quelle est la différence entre un collecteur de journaux et un SIEM? Ce qu'on peut dire là-dessus, effectivement, c'est qu'un SIEM, j'en ai parlé un petit peu en introduction, là, c'est plus un collecteur de journaux, ça nous permet vraiment de centraliser les journaux à un même endroit pour les conserver. Il n'y a pas vraiment de traitement qu'on peut faire, quoique il y en a qui ont réussi à mettre des solutions qui sont quand même assez ingénieuses, mais c'est souvent développé in-house pour s'assurer de lever quelques alertes sur différentes situations, différents événements. Le SIEM, lui, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'on arrive vraiment à une génération plus avancée. La différence principale, c'est qu'il va être capable de nous créer des alertes et des règles avec des règles de corrélation. Donc, les règles de corrélation, assurément qu'on peut lever une alerte simple. Donc, on parle d'un fail login qui est fait. Je veux être alerté sur un compte X. Donc, je fais vraiment une seule alerte pour un fail login sur ce compte-là. C'est un début. Le deuxième niveau qu'on peut aller, c'est avec des règles de corrélation simples. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que sur des journaux d'un même équipement, on va commencer à créer une alerte avec deux événements sur la même source de journaux. Fait que ça va nous permettre de créer une règle de corrélation. Exemple, sur un Active Directory, je pourrais voir 5 fail logins suivis d'un successful login sur le même compte qui pourrait m'indiquer que j'ai une tentative de brute force en place. Donc, ça, c'est une règle de corrélation simple. Suite à ça, on peut arriver avec une règle de corrélation qui est avancée. Donc, on peut, à ce moment-là, à partir de différentes sources de logs, on peut bâtir une alerte qui me permet de dire j'ai tel événement sur le pare-feu, tel événement sur le WAF, tel événement sur le serveur web. À ce moment-là, ça serait intéressant de lever une alerte comme quoi que je suis pas mal certain que j'ai une compromission à ce niveau-là. Donc, c'est principalement la différence avec un SIEM versus des collecteurs de journaux. Le collecteur de journaux est souvent là pour des normes de conservation des journaux à un endroit centralisé qui ne peuvent pas être altérés. Donc, versus l'autre, le SIEM, qui est plus un outil de surveillance, corrélation, lever les alertes et compagnie, tableau de bord, reddition de compte. Excellent, merci.
Éric, pour cette réponse. Je vérifie. Oui, il y a d'autres questions. J'en ai 3 autres. J'espère qu'on va avoir le temps. Je vous rappelle juste le petit sondage de rétroaction. On apprécierait connaître votre opinion et je vous ai publié également le lien pour vous auto-évaluer. Alors, si vous souhaitez le compléter, c'est des questions pour regarder où vous en êtes par rapport à ce sujet-là. Je regarde une autre question. Quand vous parlez de vigie, faites-vous référence à un processus ou à un outil? Veux-tu y aller? On se bat pour répondre. Écoute, moi, je dirais les deux. C'est la vigie, il faut que ça soit un processus qui est implanté parce que, comme je le disais lors de la présentation, on peut faire de la vigie sur plusieurs endroits avec plusieurs outils. Donc, il faut que ça soit coordonné encore une fois. Et c'est un point majeur là, à ne pas négliger. Je me souviens que tout dépendant du niveau de maturité, il y a des gens, des compagnies qui se mettent déjà avec du pas Google Analytics, je ne me souviens pas du nom, mais ils pouvaient déjà se créer des alertes quand ils voyaient passer leur nom de domaine dans différentes plateformes. Donc, déjà là, c'est une certaine vigie. Mais faites individuellement avec des stratégies en silo, encore une fois, c'est pas gagnant. Donc, oui, ça doit faire partie d'un processus plus global à ce niveau-là. Excellent, merci beaucoup. La prochaine, j'ai encore 2 questions. On va essayer d'y répondre rapidement. Il nous reste 2-3 minutes. La prochaine, je pense que tu en as un petit peu parlé, Philippe. C'est une question sur les blind spots. Donc, la question, c'est, je fais de la surveillance active, mais est-ce que j'ai un blind spot? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel je dois porter une attention particulière? Moi, c'est sûr que dans la surveillance, je me dis toujours, oui, j'ai un blind spot. Je peux pas être surveillé à 100% puis être sûr de 100%. Donc, c'est pour ça que je surveille. Mais c'est sûr que normalement, là où est-ce qu'on va parler quand on a parlé avec la surveillance des événements, avoir un bon inventaire de toutes les consoles, de qu'est-ce qu'on surveille, puis avoir un bon inventaire des cas d'usage qu'on a, va nous donner déjà une bonne idée d'ensemble pour voir est-ce que vraiment j'ai peut-être un service critique à l'entreprise que je ne surveille pas ou j'ai pas de cas d'usage qui s'applique à celui-ci. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment avec les cas d'usage et avec les sources de log qu'on a, qu'on va pouvoir venir spécifier puis s'assurer, ben, peut-être que j'ai pas une aussi bonne vision sur ce type d'attaque-là. Donc, ce serait un blind spot qu'il faudrait que j'essaie de remédier avec ça de l'optimisation ou avec de la création de nouveaux use cases. Là. Je pense que j'ajouterais qu'une règle, une règle du 80-20 dans ce dossier-là n'est pas recommandable. C'est un bon début, mais je pense que ça doit être vraiment accompagné avec, oui, l'inventaire, puis de faire une saine gestion du risque de est-ce que j'en ai assez pour me protéger? Est-ce qu'on est assez à l'aise avec ça? Parce que commencer à surveiller tout aussi, des fois, ça peut être onéreux. Donc, bonne gestion du risque, puis d'accepter tout ça au final, c'est une bonne recommandation. Excellent, merci. Une dernière, on a le temps pour une dernière. La prochaine, je la trouve excellente. Qu'est-ce qui dicte ce qu'on doit surveiller? Donc... Non, moi, c'est sûr que là, ça va être vraiment, plus on s'en va avec différents clients, nous, du bord du CELOC, ça va être vraiment, c'est à voir avec les clients, c'est voir c'est quoi ses services critiques, puis c'est quoi ses activités dans son environnement. C'est sûr que oui, il y a toujours des bases à venir surveiller, mais ensuite, peu importe de où est-ce qu'on arrive, où est-ce qu'on est, puis c'est quoi l'environnement, faut vraiment se faire son analyse, regarder c'est quoi qu'il y a d'intéressant à regarder, qu'est-ce qui est utile à regarder. Puis c'est sûr que faut se dire que si c'est bien beau que je fasse cette surveillance-là, s'il n'y a personne qui ne va jamais reprendre action sur qu'est-ce qui est soulevé, ben, cette surveillance-là vient un peu arriver dans le beurre, puis il ne va pas être
va pas être résolu, là. Donc, c'est sûr qu'il faut tout le temps se joindre avec les autres équipes pour qu'on fait la surveillance, puisqu'il faut s'assurer que si j'ai de quoi qui est surveillé, il y ait au moins quelqu'un qui est capable de faire la remédiation à cette surveillance-là. J'ajouterais en terminant, dernière petite phrase, là, c'est il y a des frameworks qui existent pour nous dire c'est quoi les types d'attaques qui sont présentement en cours. Donc, se baser aussi là-dessus peut nous aider grandement à déterminer ce qu'on doit surveiller précisément pour se tenir à jour vraiment dans les actualités. Bien, merci beaucoup. On a dépassé un petit peu notre temps. Je vous rappelle, un gros merci d'avoir été là. Je vous rappelle de vous inscrire pour la partie 3, la défense qui aura lieu le 20 octobre prochain. Et je vous ai publié le lien pour un rappel, le lien pour notre rétroaction sur ce webinaire ce matin. Également, votre petit bien livrable, formulaire d'auto-évaluation pour vous permettre d'avoir des discussions chez vous à l'interne. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Merci d'avoir été là. Au revoir.